Stanley Kubrick, un homme très secret, qui n'accordait quasiment jamais d'interview. Encore aujourd'hui, beaucoup de mystères entourent ses films, et en 20 minutes, nous allons parcourir toute son œuvre. Donc, préparez-vous à vivre plus de 40 ans de carrière. Avec 13 longs métrages, Stanley Kubrick a marqué pour toujours l'histoire du cinéma. Peu importe si ces films ont pu être boudés par le public ou la critique, ils n'ont jamais laissé indifférent. Allez, plongeons ensemble dans l'œuvre cinématographique d'un réalisateur des plus exigeants, toujours en quête de perfection, toujours en quête de vérité. Un réalisateur que je qualifierais de cinéaste philosophe. Stanley Kubrick est né en 1928 à New York. Pendant sa jeunesse, l'école ne l'intéresse pas vraiment, et il préférera se consacrer à la photographie, devenant même le photographe officiel de son collège. Déjà, c'était la grande classe. C'est en 1945, alors qu'il n'est âgé que de 16 ans, que Stanley se fait remarquer par le magazine Look, grâce à cette photo. La photo d'un vendeur de journaux effondré après la mort de Franklin Roosevelt. Il se fait engager par le même magazine pour lequel il travaille pendant 4 ans. À travers ces photos, on sent déjà une envie de mise en scène, une envie de raconter des histoires. Et c'est à l'âge de 22 ans que le jeune Stanley se lance dans le cinéma en s'autofinançant et en occupant tous les postes. Scénariste, cadreur, ingé son, monteur, réalisateur. Ses premiers films ne sont que des documentaires, comme Day of the Fight, court-métrage consacré à la vie d'un boxeur. Il gardera d'ailleurs cette approche documentaire, cette volonté de capturer la réalité à travers tous ses futurs films. Il enchaîne ensuite 2 longs métrages au budget dérisoire de 10 000 et 40 000 $. Malgré tout, Le baiser du tueur se fait remarquer pour le talent esthétique de sa photographie par James B. Harris, un producteur indépendant qui va s'associer avec Kubrick pour produire son 3e long métrage, L'Ultime Razzia, qui dispose enfin d'un budget conséquent, 300 000 $. Oh putain, avec ça, tu vas voir, je vais t'en faire des travelling. C'est à partir de ce film que Kubrick n'écrira plus de scénario original. Tous ses films ne seront que des adaptations de romans. Il se justifiera en disant qu'il est plus facile de financer un film en adaptant un succès littéraire qu'en écrivant un scénario original. Ça se défend, Stanley, ça se défend. L'Ultime Razzia est un film de braquage avec comme butin les recettes d'un champ de course. Le réalisateur peut enfin profiter de tous les moyens techniques mis à sa disposition pour raconter son histoire. En résulte une mise en scène précise et très stylisée qui souligne la maîtrise de Kubrick à transcender les codes du film noir. Et la construction du scénario permet au film de se distinguer grâce à une narration écrite en flashback, ce qui était très peu répandu pour l'époque. Le dernier plan du film est d'un cynisme tout simplement inoubliable, et rappelle étrangement la scène finale d'un film français sorti 7 ans plus tard, Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin. Le succès d'Ultime Razzia fait connaître le réalisateur auprès du grand public, et lui permet de rencontrer la star Kirk Douglas, avec qui il va collaborer sur son prochain film, Les Sentiers de la Gloire. 1957, Stanley Kubrick adapte un roman inspiré de faits réels sur des soldats français injustement condamnés pour lâcheté lors d'une attaque pendant la Première Guerre mondiale. Kirk Douglas est le colonel chargé de défendre les soldats lors du procès. Le film se caractérise par ses longs travelling dans les tranchées d'une fluidité impressionnante pour l'époque, bien avant l'existence du Steadicam. Ces mouvements de caméra permettent au film de montrer l'immensité des décors et d'accroître encore plus le réalisme des scènes. C'est sur ce tournage que Stanley Kubrick rencontre sa future femme, Christiane Harlan, comédienne qui joue la chanteuse allemande à la fin du film. En raison de sa trop grande critique envers l'armée, Les Sentiers de la Gloire fait scandale auprès du gouvernement français qui proteste violemment contre la sortie du film. Suite à cette polémique, les producteurs décideront de ne pas le distribuer dans certains pays d'Europe et ce n'est que 18 ans plus tard, en 1975, que le film sera enfin projeté en France. Se dessine déjà autour de Stanley Kubrick le portrait d'un homme provocateur. 1960, alors qu'il lutte pour monter ses futurs projets, Stanley Kubrick est appelé à la rescousse par Kirk Douglas pour venir remplacer au pied levé le réalisateur du péplum, Spartacus. Le scénario est écrit par Dalton Trumbo, connu pour avoir été persécuté par le macartisme et emprisonné pendant 1 an à cause de son appartenance au Parti communiste. Rien d'étonnant à ce qu'une soif de liberté parcourt tout le long métrage. Étant donné que sa carrière est pour l'instant au point mort, Kubrick accepte volontiers le job, mais il le regrettera amèrement. Il se rendra compte bien trop tard que le seul décideur sur le plateau n'est autre que la star Kirk Douglas, qui attend de Kubrick d'être un simple exécutant.
Hey Stanley, tu me fais un plan large, ok? Tiens, tu le vois celui-là? Voilà pourquoi Spartacus est le film le plus impersonnel du cinéaste et qui dénote le plus dans sa filmographie. 1962, on s'évade des plateaux de tournage hollywoodiens pour aller en Angleterre sur le tournage d'un plus petit film, non moins fascinant, Lolita. Adaptation du roman éponyme de l'auteur russe Vladimir Nabokov. À sa sortie, le livre était considéré dans certains pays comme une œuvre pornographique. En même temps, avec une couverture comme ça, tu cherches un peu l'embrouille. L'histoire est celle d'un homme d'âge mûr tombant amoureux d'une jeune fille de 15 ans. Le caractère sulfureux du sujet intéresse grandement Kubrick et il y voit l'opportunité de parler d'une société totalement hypocrite. On peut voir dans le film une proximité avec des thèmes chers à l'auteur Stefan Zweig, comme les sentiments interdits qui prennent le dessus sur notre raison et nous entraînent vers la destruction. Et c'est pas si étonnant puisque Kubrick avait déjà adapté en scénario un des romans de Zweig, Brûle en secret, mais le projet ne verra jamais le jour. Bien sûr, à sa sortie, la polémique éclate et le film divise. L'actrice Shu Lyon déclarera bien des années plus tard que Lolita est le film qui a causé sa destruction en tant que personne. Sympa de faire un film avec Kubrick. Heureusement, il n'y a pas que des conséquences négatives, puisque c'est sur ce tournage que Kubrick se lie d'amitié avec l'acteur anglais Peter Sellers, qui éblouit le cinéaste par son génie comique. Et c'est en 1963 que Stanley Kubrick met à profit cette amitié en réalisant un chef-d'œuvre de comédie et une des meilleures satires politiques à ce jour, Dr. Folamour. We've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Juste après la crise des missiles cubains en 1962, les relations entre les États-Unis et la Russie sont plus que tendues. Tout le monde craint l'escalade d'une guerre nucléaire. Stanley Kubrick, lui, préférera s'emparer de cette actualité brûlante pour en faire une farce burlesque afin de montrer l'absurdité de la situation géopolitique. Le réalisateur a une confiance absolue dans le talent de Peter Sellers et lui laisse une grande liberté d'improvisation. Pour s'assurer au montage, les scènes du comédien sont filmées par 3 caméras. Le résultat est un festival de scènes plus absurdes les unes que les autres, à mi-chemin entre le faux documentaire et la fiction. D'ailleurs, l'acteur fut payé $1 million, soit la moitié du budget du film. Et à ce propos, Kubrick dira « J'en ai eu 3 pour le prix de 6 ». C'est le premier rôle de James Earl Jones dans un film, acteur qui prêtera sa célèbre voix au méchant le plus iconique de l'histoire du cinéma. Don't make me destroy you. Pendant 5 ans, Kubrick disparaît des écrans, une longue absence qui lui permet de rencontrer plusieurs experts scientifiques pour élaborer et perfectionner sa vision du futur qui fera l'objet de son prochain film. Ce film n'est autre que son chef-d'œuvre absolu, considéré comme le plus grand film de science-fiction jamais réalisé, 2001 l'Odyssée de l'espace. Adapté du roman d'Arthur C. Clarke, 2001 n'a d'autre ambition que de raconter l'évolution de l'humanité, allant de la préhistoire jusqu'aux confins de l'univers. Un grand écart temporel illustré magnifiquement par la plus grande ellipse de l'histoire du cinéma, un bond instantané de plusieurs millions d'années qui fait évoluer le premier outil de l'humanité en un satellite flottant dans l'espace. Les effets spéciaux sont tellement révolutionnaires, tellement bluffants de réalisme, qu'après 50 ans, le film n'a toujours pas pris une ride. La technique de la centrifugeuse servant à simuler la gravité du vaisseau est tellement efficace que 42 ans plus tard, Christopher Nolan utilisera la même idée sur Inception avec son plateau rotatif. En 1968, Kubrick parle déjà d'intelligence artificielle à travers l'ordinateur HAL 9000. Ce robot dénote avec tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Il n'est pas personnifié par une carcasse métallique humanoïde, il n'est qu'intelligence. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Pour info, HAL sont les 3 lettres qui précèdent les lettres du sigle IBM. Est-ce complètement hasardeux? Bon, je sais pas moi. Kubrick était un génie. Le film nous montrait déjà ce qui constitue aujourd'hui notre quotidien. Skype, Siri, l'iPad. Toujours dans un souci de réalisme, Kubrick est le premier à supprimer les bruits des vaisseaux dans un film de science-fiction. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Et oui, dans l'espace, le son n'existe pas. Le monolithe, symbole de la connaissance et de l'intelligence, est la source de toutes nos interrogations métaphysiques. À son contact, le singe atteint un niveau intellectuel supérieur. Il use de sa nouvelle faculté pour tuer et évoluera pour devenir l'homme. Tout ça épouse donc la théorie du darwinisme. Peut-être pas, car c'est bien une entité extraterrestre qui nous a envoyé le monolithe. Donc si cette entité est responsable de notre évolution, eh bien en toute logique cela fait d'elle notre dieu.
Dieu pourrait donc être extraterrestre? Voilà comment en un film, Kubrick arrive à concilier darwinisme et créationnisme. Ce sont toutes ces questions passionnantes sur les raisons profondes de l'existence qui rendent le film intemporel. 2001, ce n'est pas un film, c'est plus que ça, c'est un voyage, c'est un trip vers l'inconnu. Je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais faut qu'on avance. Le prochain projet de Kubrick est le film avorté le plus connu du cinéaste, celui sur Napoléon. Ce film a nourri tous les plus grands fantasmes des cinéphiles, car d'après les documents réunis dans cet ouvrage, ce film aurait pu être le plus épique de toute la carrière du cinéaste. 1971, Stanley Kubrick réalise son film le plus choquant, le plus violent, le plus controversé de toute sa carrière. Le film de tous les superlatifs, Orange Mécanique. Il expérimente avec des images subliminales, avec un montage super cut ou alors dans cette scène d'amour à trois, en super accéléré pour montrer le côté mécanique du sexe. Même la musique du film, qui est essentiellement du classique, fait preuve d'une innovation majeure pour l'époque, car elle est transformée à l'aide de synthétiseurs et parfois même accélérée pour donner au film un caractère troublant et psychédélique, véritable reflet de l'état mental du personnage d'Alex. D'ailleurs, au départ, Kubrick avait demandé au groupe Pink Floyd de faire la bande originale, mais Roger Waters refusa. Tiens, lui là, en slip rouge, c'est David Prose, le comédien qui arborera 6 ans plus tard le costume du mythique Dark Vador. Une scène en particulier choqua plus que tout, la séquence du viol. Le film déclencha un énorme scandale à sa sortie. Pour ne rien arranger, des adolescents commettant des actes de violence dirent s'inspirer directement d'Orange Mécanique. Après avoir reçu chez lui des lettres de menaces, Stanley Kubrick demanda à Warner Bros de retirer son film des salles de cinéma. Et la société de production s'exécuta. Imaginez quand même le pouvoir du mec pour faire plier un studio et retirer un film de l'affiche. Un film qui avait du succès en plus. Pendant plus de 25 ans, le film fut interdit en Angleterre et ce n'est qu'en 1999, à la mort du cinéaste, que le film put enfin sortir en VHS et DVD. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu de films violents, cette censure de l'époque fait doucement rigoler. Mais alors, pourquoi ce film persiste encore à nous déranger et à nous communiquer un sentiment aussi malsain? Parce que la véritable violence se trouve dans cette société capable de broyer mentalement un être humain pour conserver la paix sociale, et de conditionner son esprit en robot, en homme mécanique. Mais peut-on conditionner véritablement l'esprit humain? Je crois que la fin du film nous donne la réponse. Oh oui, j'étais guéri pour de bon. Alors, suite au projet avorté sur Napoléon, Kubrick poursuit son idée de faire un film historique se situant à la même époque, mais cette fois-ci pour suivre le destin d'un autre personnage, Barry Lyndon. Parcours fascinant d'un opportuniste voulant gravir les échelons au sein de la société aristocratique anglaise. Ce film est connu pour son esthétisme proche des peintures du XVIIIe siècle. On retrouve cette volonté dans la composition des plans et l'utilisation de la lumière naturelle, notamment dans ces fameuses scènes uniquement éclairées à la bougie. Pour obtenir ce résultat, Kubrick dut équiper ses caméras d'objectifs 50 mm construits spécialement par la NASA. Ouais, la NASA. Kubrick justifiera l'utilisation du zoom arrière lent en disant que cette technique retranscrit parfaitement la sensation de regarder un tableau. Au départ, notre attention se focalise sur le centre de la peinture, puis s'élargit sur les détails qui apparaissent tout autour et apportent à la même image un sens nouveau. Le film est boudé aussi bien par le public que la critique, le jugeant trop long et trop élitiste. Le chef décorateur déclarera plus tard « Stanley voulait que le film soit tourné comme un documentaire sur le XVIIIe siècle ». Cette volonté de réalisme nécessita 250 jours de tournage. Le perfectionnisme constant et absolu du cinéaste épuise les comédiens, dont la star Ryan O'Neal, qui se fâchera pour toujours avec le réalisateur. Stanley Kubrick commence à avoir la réputation d'un homme froid, maniaque et mégalomane. C'était sans compter le projet suivant, où le cinéaste se montrera encore plus exigeant et tyrannique que sur ses précédents films. Je parle bien sûr de Shining. Suite à l'échec commercial de Barry Lyndon, Kubrick préférera minimiser les risques financiers en adaptant le best-seller de Stephen King. Il modifie profondément le roman, en minimisant le thème de l'alcoolisme qui caractérise le personnage de Jack Nicholson. Ainsi, il donne un sens plus énigmatique, voire insondable, à la folie qui habite le personnage principal. Voyant dans ces changements une trahison de son œuvre, Stephen King reniera toujours cette adaptation et refusera même d'apparaître au générique du film. Raté!
Le tournage est un véritable cauchemar pour l'actrice Shelley Duvall qui n'arrive pas à satisfaire les exigences de Kubrick et doit refaire la plupart du temps jusqu'à 50 fois la même prise. Il s'acharne sur elle quotidiennement pour obtenir de son jeu des émotions de terreur toujours plus intenses. Beaucoup considéraient l'interprétation de Jack Nicholson comme du surjeu, comme du cabotinage. Mais pour retranscrire la folie, le choix du comédien s'avérera très judicieux. Tellement judicieux qu'il faillit décapiter la tête d'un assistant. Wow, calme-toi Jack, on tourne même pas encore là. Sur ce film, le cinéaste innove en utilisant une toute nouvelle machine qui permet à la caméra de suivre les déplacements des comédiens avec une image stabilisée et des mouvements totalement fluides, tel un fantôme qui se baladerait dans les couloirs de l'hôtel. Cette machine, c'est le Steadicam. Sur le film Rocky, un appareil similaire avait déjà été utilisé, mais sans obtenir un résultat aussi bluffant que sur Shining. Kubrick profite du caractère fantastique de l'histoire pour jouer avec le symbolisme, comme ce labyrinthe qui agit tel un symbole de la propre folie de Jack Torrance, une folie qui le prendra au piège et à laquelle il ne pourra échapper. À sa sortie, le film sera boudé par le public et récoltera même 2 Razzie Awards, pire actrice et pire réalisateur. Le temps réhabilitera le film qui deviendra un véritable classique de l'horreur. Kubrick dira de son film qu'il est le plus optimiste de tous ceux qu'il a réalisés. C'est une histoire de fantôme qui nous montre qu'il y a une vie après la mort. Donc c'est optimiste. Oui, bien sûr. Petit farceur. En 1987, Kubrick revient au film de guerre avec Full Metal Jacket. Toutes les séquences du Vietnam ont été intégralement tournées en Angleterre, à peine à 50 km de chez Kubrick. Cette première scène résume toute la thématique du film, la désindividuation de l'être humain. Tels des moutons, les soldats devront oublier leur individualité, se fondre dans le groupe et obéir bien sagement. Durant toute la phase d'entraînement, on assiste à un brûlot antimilitariste qui montre la violence employée pour transformer un soldat en machine de guerre dépourvue de réflexion. Pour jouer le rôle du chef des Marines, Kubrick se tourne vers le comédien Lee Ermey, un véritable sergent-instructeur ayant exercé ce métier dans les années 60. Le cinéaste est tellement impressionné par la crédibilité du jeu d'acteur qu'il lui laisse une totale liberté d'improvisation. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Ce film est une occasion supplémentaire pour explorer un thème cher à Kubrick, l'évolution psychologique qui mène à la folie. Comme en témoigne l'expression du personnage de Baleine. D'ailleurs, stop! Regardez bien son regard. C'est ce que j'appelle le regard kubrickien. Ce même regard, on le retrouve dans bon nombre de ses films. Et je ne sais pas pourquoi, on retrouve toujours cette même expression, ce même regard. Était-ce pour lui la meilleure expression de la folie humaine, de la schizophrénie? Ça reste un mystère. Full Metal Jacket eut un certain succès et deviendra la référence du film de guerre pour montrer l'aliénation de l'esprit humain. Il va falloir attendre 12 ans avant que Kubrick revienne sur les écrans. Pour son ultime film, le réalisateur s'aventure à travers les méandres d'un couple new-yorkais tiraillé par leurs fantasmes sexuels. Eyes Wide Shut. Ce qui intéresse Kubrick dans cette histoire, c'est de montrer l'envers du décor, la face cachée d'une société bourgeoise qui camoufle ses secrets les plus sombres. Peu importe son statut social ou son niveau d'éducation, l'être humain reste soumis à ses pulsions. Encore une fois, Kubrick adapte une histoire qui aurait très bien pu être écrite par Stefan Zweig. On y retrouve tous les thèmes de prédilection de l'auteur autrichien. Les fantasmes non assouvis, les liaisons interdites, la fragilité du couple. D'ailleurs, en parlant de couple, Kubrick eut beaucoup de mal à mettre en boîte les scènes intimistes entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Le couple commençait déjà à battre de l'aile, et le cinéaste dut même faire appel à un coach matrimonial pour obtenir une meilleure alchimie entre les deux acteurs. Je pense que Kubrick avait parfaitement compris la fragilité et les fausses apparences que constituait le couple de stars le plus glamour des années 90. Et il a voulu l'exploiter pour servir le réalisme de son film. Mais bien sûr que tout ça c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Dans un certain sens, Eyes Wide Shut aura peut-être servi de psychanalyse pour un couple qui avait besoin d'ouvrir grand les yeux sur sa situation, puisque à peine 1 an après la fin du tournage, Tom Cruise et Nicole Kidman se séparent. La fameuse scène où Tom Cruise assiste à une immense orgie a nourri beaucoup de théories sur les vraies raisons de la mort de Kubrick. Certains pensent qu'en exposant cette dangereuse vérité sur une élite se livrant à des rituels sexuels, le réalisateur a mis en danger sa propre vie.
Kubrick décède en 1999 d'une crise cardiaque à l'âge de 70 ans, alors qu'il venait tout juste d'achever le montage d'Eyes Wide Shut. 2 ans plus tard, la concrétisation d'un vieux projet de science-fiction cher au cinéaste verra le jour à travers la caméra de son ami Steven Spielberg, et ce sera le film Intelligence artificielle. Que peut-on retenir du style de Stanley Kubrick ? Une thématique traverse pratiquement tous ses films, la dualité de l'être humain. Ces personnages sont toujours tiraillés entre le bien et le mal par des forces contradictoires, comme Alex, qui est capable d'aimer la 9e symphonie de Beethoven, autant que l'ultraviolence. D'un point de vue esthétique, on remarquera ses plans toujours très symétriques, avec un point de fuite toujours central, influencé peut-être par sa passion pour les échecs. Ses travelling avant longs et très fluides, ciblés sur un élément précis, que ce soit dans les couloirs de l'Hotel Overlook, les tranchées de la Première Guerre mondiale ou la porte stellaire de 2001. Quand on a demandé à Stanley Kubrick à quoi ressemble le métier de réalisateur, il a répondu « Réaliser un film, c'est comme essayer d'écrire Guerre et paix dans une auto-tamponneuse. » Bon courage. Durant toute sa carrière, Stanley Kubrick s'est toujours efforcé de montrer la vérité, même si elle pouvait profondément choquer. Et ça, depuis tout jeune quand il faisait ses premières photos dans les rues de New York.